Certains divorces sont douloureux, tous les coups sont permis. Vous allez voir l'histoire d'une femme qui en est arrivée à faire la grève de la faim. Elle est en grève de la faim actuellement, elle sera malgré tout sur notre plateau. Elle a beaucoup de courage, car son mari ayant été condamné à lui verser 75 000 €, celui-ci visiblement fait tout pour ne pas avoir à donner cet argent. Nous allons enquêter là-dessus. Vous vivez des problèmes liés aux droits de la famille. Maître Novakovic peut vous aider, bien sûr, ainsi que tous nos spécialistes, en téléphonant au 0826 107 109, 0826 107 109, ou bien Internet, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous accueillons maintenant, et je vous demande de l'encourager, Michel, accompagné d'une copine, Françoise. Michel est à la dérive. Presque sans revenu, elle a entamé une grève de la faim devant l'entreprise de son ex-mari. C'est là où vous dormez? Oui. Vous dormez bien la nuit? Eh bien oui, parce que je pense que le fait que justement que je suis en sous-alimentation, ben, ça me permet de bien dormir, ce qui me permet aussi de récupérer et de pouvoir tenir dans la journée. Un ex-mari qui lui doit 75 000 € au titre d'une prestation compensatoire qu'il ne paie pas. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais savoir si on peut trouver un terrain d'entente. Quelle est la raison d'un tel mépris? C'est ce que nous chercherons à savoir. Ça vous gêne pas que la gendarmerie vienne tous les jours jeter un coup d'œil sur l'état de santé de votre épouse devant votre local? Vous savez, monsieur, moi, j'ai la conscience tranquille, je n'ai rien à me reprocher. Son ex-mari se dit sans ressources. D'autres affirment le contraire. Je pense qu'il s'arrange pour que ses comptes ne soient pas créditeurs. Michel va-t-elle récupérer son argent et retrouver sa dignité? La réponse maintenant dans Sans aucun doute. Bonsoir Michel. Bonsoir Framboise. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis combien de temps faites-vous la grève de la faim, madame? 22 jours. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui? Ça va. Vous êtes très affaibli? Un peu quand même. Qu'attendez-vous de cette émission aujourd'hui, Michel? Eh bien, depuis 2 ans et demi, donc depuis juillet 2004, mon mari a été condamné à me verser une prestation compensatoire de 75 000 € en échange de 30 années travaillées dans l'entreprise. Et aujourd'hui, j'attends encore le premier centime. Est-ce que vous avez l'impression, madame, qu'il fait tout? Alors, il a des difficultés financières ou il ferait tout pour ne pas avoir à vous payer? Je pense qu'il fait tout pour ne pas avoir à me payer. Il faut savoir que nous sommes séparés depuis le 1er mars 2001 et il a toujours décidé qu'il ne me paierait pas cette prestation compensatoire. Depuis le départ, il m'a dit qu'il ne me donnerait rien. Mais encore une fois, je vous repose cette question. Certes, on le voit dans cette émission, beaucoup de gens sont endettés parce qu'on leur doit de l'argent et on ne leur rend pas cet argent. Mais de là, mettre votre santé en péril, c'est vraiment quelque chose qui vous touche à ce point? Oui, parce que moi, forcément, comme je vis avec une pension, je dirais temporaire, de 390 € par mois, malgré tout, c'est quand même très peu pour vivre, puisque j'ai quand même l'entretien d'une maison que je ne sais même pas encore aujourd'hui si elle sera à moi. Donc depuis 6 ans, c'est moi qui entretiens et qui ai financé le crédit de cette maison toute seule. Et j'essaye de jongler et il arrive un moment où là la banque, non je peux plus, là je suis arrivée au bout des facilités que la banque puisse m'accorder. Et donc, Comment expliquez-vous que cet homme, avec qui vous avez quand même partagé une grande partie de votre vie, aujourd'hui n'assume pas ses responsabilités, et sachant ce qui vous arrive et sachant que vous faites la grève de la faim, ne fasse rien? J'espérais en arrivant, puisque je suis devant son local commercial, professionnel, j'espérais qu'il aurait réalisé, qu'il aurait dit bon là cette fois-ci il faut que je fasse quelque chose. Et puis non, depuis 22 jours il n'a pas réagi. Alors Framboise, vous êtes aux côtés de cette dame, hein, vous essayez de l'épauler, vous devez être inquiète, je suppose aussi. Dans quel état moral est-elle? Est-ce que vraiment ce combat, elle a décidé de le mener jusqu'au bout? Ah oui, je crois qu'elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout parce que moi, je connais Michel depuis le début, quand son mari est parti en 2001. Et toutes les donc, il y a eu ce jugement exécutoire du mois d'avril, Juillet 2004. Juillet 2004. C'est un jugement exécutoire. Il a été condamné à payer cette dette. Et
Rien n'est fait et monsieur se permet de ne pas payer. Essayons d'en savoir plus. Voilà, quand un divorce tourne mal, une femme qui fait la grève de la faim, qui a un jugement en sa faveur, on lui doit 75 000 € et pourtant rien ne bouge. Nous allons regarder maintenant l'enquête menée par Vanessa Halal et bien sûr par la suite partir à la rencontre, que ce soit téléphoniquement ou par duplex, de ce monsieur pour essayer de connaître ses intentions et sa vérité. Voici le reportage pour cette émission sans aucun doute sur TF1. Je ne comprends pas qu'il laisse la mère de ses enfants sans rien. Pourquoi est-ce que la loi n'est pas appliquée? Pourquoi on en arrive là? C'est impensable, c'est irracontable. Ça interpelle quand même. De toute façon, c'est quelqu'un qui est en détresse. Hein. On ne peut pas la laisser toute seule, c'est pas possible. Ça me révolte le comportement de son ex-mari. J'ai vraiment révolté. Michel, t'es devenu une étrangère. Nous sommes divorcés, n'oublie pas ça. Ah, mais Allez, dégage. la roue tourne, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire sur Terre. Comment cette mère de famille s'est retrouvée seule, à la dérive et sans ressources? Pour le comprendre, retour en arrière. L'histoire de Michel commence il y a 34 ans dans l'ouest de la France. Décembre 73, Michel a 24 ans, elle travaille comme aide-soignante dans un hôpital. C'est à cette période qu'elle croise le chemin de celui qui deviendra 2 ans plus tard son époux. De leur union naîtront 3 filles. Rapidement, Michel quitte son poste d'aide-soignante pour aider son mari à l'imprimerie. Pendant près de 30 ans, elle assume la vie de famille et collabore sans relâche à l'activité commerciale de son conjoint sans être rétribuée. De plus en plus, j'étais devenue son employé à l'imprimerie. Et lui prenait les décisions à l'imprimerie, il y avait un travail à faire, fallait que je sois là pour le faire. Des conflits apparaissent, le couple bat de l'aile, c'est la mésentente. Les filles sont grandes, nous sommes en 2001, le mari de Michel quitte le domicile. Michel se retrouve seul pour assumer le quotidien et les traites de la maison. Comme ils ont toujours collaboré, son mari est d'accord pour que Michel travaille à l'imprimerie. Mais cette fois, Michel demande à être salarié. Puisqu'ils sont séparés, plus de raison pour qu'elle travaille gratuitement. Elle est donc embauchée le 1er mars 2001 comme secrétaire brocheuse pour un salaire net d'un peu plus de 1 000 €. Les 6 premiers mois, je travaillais, donc j'avais un salaire d'assuré. Je me disais, financièrement, je vais me débrouiller, et puis voilà, quoi. Et puis après, c'est surtout qu'au bout de 6 mois, quand il m'a licenciée, je crois que c'est surtout là que j'ai ressenti un grand vide, et puis plus rien pour vivre. 6 mois après sa date d'embauche, Michel est viré comme n'importe quel employé. Le motif du licenciement est surprenant. Incompatibilité d'humeur, alors que depuis 30 ans, 28 ans plus précisément, on travaillait ensemble et c'était toujours bien passé. Au niveau travail, il n'avait rien à me reprocher. Hein. En m'ayant embauché 6 mois, c'était le délai légal pour que les syndics me prennent en charge. Et comme ça, il n'aurait pas eu besoin de me payer de pension alimentaire. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Michel n'a droit à aucune indemnité. Selon l'organisme ACEDIC, c'est un licenciement abusif compte tenu du lien qui unit Michel à son employeur. Nous sommes en 2002, Michel n'a plus de ressources. À bout de nerfs, dépressive, elle n'obtient qu'une maigre pension d'invalidité de 390 €, à ce jour son seul revenu. C'est bien beau de dire je te donne la maison et puis ça te suffit. Mais une maison, ça fait pas vivre. Hein. Une maison, ça coûte cher. Excédé, Michel demande le divorce. Le jugement est rendu le 6 juillet 2004. Il condamne son ex-époux à lui verser la somme de 75 000 € à titre de prestation compensatoire. Une somme vitale établie en dédommagement des 30 années de travail que Michel a fourni quotidiennement sans toucher le moindre centime. Cet argent, c'est pas du luxe pour moi, puisqu'aujourd'hui, je ne vis qu'avec 390 € par mois. À ce jour, son ex-mari ne lui a toujours rien versé et lorsque Michel se tourne vers l'huissier pour faire appliquer le jugement, voilà ce que lui répond la secrétaire. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est facile de vivre au-dessus des lois en toute impunité, en fait. C'est pas moi qui faut dire ça. C'est pas moi. Est-ce que vous voulez comprendre que votre mari, votre ex-mari, a organisé son insolvabilité, qu'il n'a plus rien à son nom? Michel est dans l'impasse. C'est une femme brisée, humiliée, rongée par la souffrance, qui pour faire respecter ses droits, entame une grève de la faim devant la société de son ex-mari. Il est 7h30 du matin. Michel nous fait découvrir son nouveau domicile, sa voiture, dans laquelle elle vit depuis le 17 janvier. Elle ne s'alimente plus depuis 2 semaines. C'est là où vous dormez? Oui. Vous dormez bien la nuit?
Eh bien oui, parce que je pense que le fait que justement que je suis en sous-alimentation, ben, ça me permet de bien dormir, ce qui me permet aussi de récupérer et de pouvoir tenir dans la journée. C'est ma petite salle de bain ici. Voilà, j'ai des lingettes pour me coiffer, des déodorants corporels et puis pour les dents, voilà, ma brosse à dents, mon dentifrice. Au fond, c'est ma petite armoire, voilà. J'ai quelques affaires de rechange et puis j'ai des amis qui passent régulièrement et qui se chargent de me faire la lessive. Et puis mes bouillottes pour la nuit, qu'une voisine aussi passe tous les soirs me récupérer pour les réchauffer. Vous vous sentez soutenu par toute cette solidarité qui s'est créée autour de vous ? Énormément, beaucoup plus que je ne le pensais. Beaucoup plus. C'est vrai que beaucoup de personnes sont touchées, sauf une. Celle qui normalement aurait dû essayer de comprendre et de réagir en premier, et on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas du tout de gaieté de cœur que je suis là ici, parce que je suis pas quelqu'un qui aime faire parler de moi. Pour livrer ce combat, Michel n'est pas seule. Elle est épaulée par un comité de soutien qui s'est mis en place autour de sa grève de la faim. C'est quelqu'un qui donne énormément, qui ne demande rien en retour. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et j'estime que face à des gens comme ça, simplement, on y va, on les aide. Ça me révolte le comportement de son ex-mari. J'ai vraiment révolté. Monsieur le maire, touché par la détresse de Michel, lui vient aussi en aide. Il faut éviter qu'un drame, disons, familial devienne un drame humain. Je crois que c'est ça notre rôle. Si nous ne pouvons pas l'aider réellement, puisque nous ne sommes pas concernés par cette affaire, nous devons au moins de l'aider physiquement. La municipalité a mis en place une assistance médicale ainsi que des rondes de police. Alors comment expliquer tant d'indifférence de la part du principal intéressé? Certains proches de son ex-mari sont révoltés. Je ne sais pas ce qui peut le conduire à être aussi dur, aussi indifférent. Je ne sais pas, c'est peut-être une carapace, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Équipé d'une caméra cachée, Michel part demander des comptes à son ex-mari. Il ne paye toujours pas les 75 000 € de prestations compensatoires. Pourtant, un jugement l'y oblige depuis juillet 2004. Bon, j'aurais bien savoir si on peut trouver un terrain d'entente. J'ai appelé de sortir dehors tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas... Qu'est-ce que tu veux? Michel va rendre visite à son ex-mari. Elle veut qu'il paie les 75 000 € de prestations compensatoires, ce qu'il n'a aucune intention de faire. Pire, cet ex-mari aurait organisé son insolvabilité. Je pense qu'il s'arrange pour que ses comptes ne soient pas créditeurs. La situation est grave. Michel a entamé une grève de la faim devant les bureaux de son ex-époux. Comment un homme aussi sérieux que vous, qui avait exercé pendant des années, qui avait nourri une famille, comment vous arrivez à vous regarder devant une glace quand vous savez que votre ex-épouse peut mourir à vos pieds et comment vous allez expliquer ça à vos enfants et à vos petits-enfants? Moi, c'est juste ça. Je sors du domaine juridique, monsieur. Eh ben moi, je reste dans le domaine juridique. Nous enverrons une journaliste à la rencontre de cet ex-mari pour le convaincre de négocier. Il va se montrer inflexible. Vous direz, M. Courbet. Et vous-même, je l'ai en ligne. Je ne parle plus à M. Courbet. Que c'est une affaire tellement complexe que je préfère contacter directement mon avocat. Il lui expliquera directement la situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme dirait Jean-Pierre Foucault, c'est mon dernier mot. Et puis, juste après, la maison de l'horreur. Un locataire a littéralement dévasté la maison de Jean. Je dis honnêtement, c'est une partie de ma vie. Il m'en a volé. 8 tonnes d'ordures étaient stockées à l'intérieur, des chiens urinés dans les chambres. Là, on vous amène des images, on ne peut pas vous amener l'odeur. La suite de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions Michel. Michel a entamé une grève de la faim pour contraindre son ex-mari à payer 75 000 € de prestations compensatoires, ce qu'il refuse de faire. Voici la suite de notre document. Équipé d'une caméra cachée, Michel part demander des comptes à son ex-mari. Il ne paye toujours pas les 75 000 € de prestations compensatoires. Pourtant, un jugement l'y oblige depuis juillet 2004. Bon, j'aurais bien savoir si on peut trouver un terrain d'entente.
J'ai un plaisir de sortir dehors tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas... Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais savoir si on peut trouver un terrain d'entente. Dans la mesure où la prestation compensatoire se trouve dans la propriété qu'on a d'indivision, je vois pas pourquoi tu as à te donner l'argent pour que tu me l'ordonnes après. La prestation compensatoire n'a rien à voir avec les biens communs. L'huissier vient me voir et me dit vous devez 75 000 €. J'ai pas d'argent pour payer. Comment qu'on fait? Eh ben tu fais comme tout le monde, tu fais un emprunt. Non, je dis pas obligé de faire un emprunt pour payer une dette. Ça, il faut bien comprendre ça. Tiens, t'as aménagé une cave à vin, si vous faites le stock, ça vous convient? Dehors. Indésirable, Michel est éjectée. Son ex-mari refuse de verser le moindre centime. Si elle veut de l'argent, elle n'a qu'à vendre la maison. Seulement voilà, les 75 000 € de prestations compensatoires n'ont rien à voir avec la liquidation des biens en commun. Et ça, son ex-mari ne veut surtout pas en entendre parler. Pour obtenir ce que la justice lui accorde, Michel met sa vie en jeu. Dominique, la sœur de Michel, a peur pour l'avenir. Je trouve ça assez grave quand même. Difficile à supporter pour sa santé, pour son moral. Je me suis rapprochée de Mimi, oui. Parce que je sais qu'elle en a besoin. Donc enfin, ça me paraît tellement logique qu'on ne laisse pas sa sœur comme ça. Un reportage signé Vanessa Halal et Jacques Massard pour cette émission sans aucun doute. Une nouvelle fois, ne nous trompons pas de débat. Y a-t-il des problèmes dans l'indivision? Peu importe. Aujourd'hui, il y a un jugement et ce monsieur doit payer ses 75 000 €. Je vous propose d'applaudir cette dame quand même pour l'encourager, pour son courage et la gentillesse qu'elle a d'être venue jusqu'à nous. C'est un combat difficile à mener, madame? Oui, plutôt. Vous en avez un peu marre maintenant? Oui. Alors, Maître Novakovic, encore une fois, nous nous tenons, nous, aux écrits et aux différents jugements. On est bien d'accord pour dire que cette histoire d'indivision n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir. Vous avez un jugement qui a été rendu le 6 juillet 2004 qui condamne monsieur à verser une prestation compensatoire de 75 000 € et le juge a pris en considération le fait que madame ne gagne que 393 € par mois. Elle perçoit une pension d'invalidité. Alors, je suis étonnée parce que les huissiers disent on ne peut rien faire. Je pense qu'ils ne sont pas bien battus, ils peuvent encore le faire. Cela étant, il y a d'autres solutions. C'est qu'on peut toujours saisir monsieur le procureur de la République, ça s'appelle le recouvrement public, et monsieur le procureur peut parfaitement, par le biais du Trésor public, faire en sorte que monsieur règle la prestation compensatoire, moyennant 10% de plus sur la prestation qui seront perçues par le Trésor public. Pénalement, Maître de Comont, le fait d'organiser, on ne dit pas que c'est le cas, c'est au conditionnel, une sorte d'insolvabilité. Oui, c'est effectivement pénalement sanctionné et c'est heureux parce que c'est, moi j'allais dire, le biais de tous les lâches, de tous ceux qui savent qu'ils doivent quelque chose souvent à un proche, souvent à quelqu'un qui a partagé leur vie, qui a fait beaucoup de choses avec eux et qui se disent, après tout c'est tellement simple, je vais mettre la voiture en leasing, je vais mettre tel bien au nom de telle autre personne, d'un homme de paille, et finalement on arrive à des situations choquantes où des gens vivent extrêmement bien, très confortablement, mais ils n'ont rien à eux. Ils sont pauvres, ils sont insaisissables, on ne tombe pas un œuf, paraît-il. Madame, aujourd'hui, de quoi vit votre ex-époux? Moi, je ne sais pas. De toute manière, l'imprimerie, il continue quand même à fonctionner parce que même s'il a vendu le matériel, en fait, il fait du commercial. Il récupère les travaux, il les fait imprimer ailleurs et puis il prend une commission au passage, quoi. Et en plus, il a ouvert aussi une cave à vin. Bon, nous allons essayer de joindre ce monsieur. C'est parti, la régie fait le numéro. La situation de Michel est alarmante. C'est devant le local de son ex-mari qu'elle effectue sa grève de la faim. Il ne peut pas rester insensible à la situation de son ex-femme. Alors, question, pourquoi refuse-t-il de payer ce qu'il doit? Pourquoi vous ne lui payez pas ces 75 000 €? Quitte après à ce qu'elle ait à vous les rendre, si effectivement il y a un jugement qui vous donne raison pour la maison et l'imprimerie. Attendez, j'ai pas l'habitude de régler mes affaires. Sur la place, hein, moi j'ai un avocat, elle a un avocat. Alors Michel, est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur? La justice, c'est pas fait pour les chiens. Hein. Ben oui, monsieur, je suis bien d'accord avec vous. La justice n'est pas faite pour les chiens. C'est pour ça que le juge vous a condamné à payer 75 000 €. C'est parce qu'elle n'est pas faite pour les chiens, justement. Michel. Oui, tu sais bien que ce jugement a été rendu depuis 2 ans et demi. Donc, il faudrait quand même bien que tu t'y soumettes. La liquidation des biens va suivre. Hein. Liquidation des biens d'abord, prestation compensatoire après.
Maître Michel. Bonjour monsieur, je voudrais simplement vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que le tribunal a rendu un premier jugement sur les 75 000 euros avant qu'on partage la communauté? C'est que le partage de communauté, ça peut être très long, il faut estimer les immeubles, il y a des discussions sur ce que ça vaut, mais en attendant, il faut bien qu'elle vive. Elle n'a que 300 euros par mois. Et pour compenser cela, le tribunal dit vous avez des revenus, elle n'en a pas, versez-lui 75 000 euros. Si ça met des années pour partager la communauté, elle va continuer comme ça, 300 euros par mois. C'est ce que le tribunal n'a pas voulu. Monsieur Bernard Sabat, je ne suis pas avocat, je sors du contexte, si vous voulez, juridique. Je voudrais juste parler du côté humain, monsieur. Comment un homme aussi sérieux que vous, qui avait exercé pendant des années, qui avait nourri une famille, comment vous arrivez à vous regarder devant une glace quand vous savez que votre ex-épouse peut mourir à vos pieds et comment vous allez expliquer ça à vos enfants et à vos petits-enfants? Moi, c'est juste ça. Je sors du domaine juridique, monsieur. Eh ben moi, je reste dans le domaine juridique. Je n'ai jamais refusé de payer la prestation compensatoire. Mais si. Le fait que la prestation compensatoire se trouve dans la propriété que nous avons en indivision, elle n'a qu'à solder la division, après elle récupère la maison et vendre la maison si elle veut, après. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, ce que je voudrais vous demander, monsieur, ça vous gêne pas que la gendarmerie vienne tous les jours jeter un coup d'œil sur l'état de santé de votre épouse devant votre local? Vous savez, monsieur, moi, j'ai la conscience tranquille, je n'ai rien à me reprocher. Alors pourquoi vous avez été condamné alors? Je n'ai pas été condamné. Hein. À payer 75 000 euros? Attendez, condamné, mais attendez, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai été condamné à payer une prestation compensatoire. Je l'ai accepté. Hein. Ah ben tant mieux. Ah ben super. Donc quand on va devant le juge, vous êtes condamné à ça, j'accepte. Allez-vous payer? Non. Mais vous n'avez pas de difficulté financière, monsieur. Vous, c'est juste une affaire de principe. Ah ben vous savez, c'est une affaire de principe si vous voulez, mais j'ai pas de difficulté financière non plus. Hein. Votre entreprise tourne bien? Bah, pas trop mal, oui. Bon. Aujourd'hui, monsieur, est-ce que l'imprimerie fonctionne toujours? L'imprimerie fonctionne toujours, oui, monsieur. D'accord, mais on m'a dit que vous aviez vendu le matériel. Ça, c'est mon affaire. Ah non, monsieur. Il fallait la signature de madame. Vous n'aviez absolument pas le droit. Est-ce que vous aviez le droit de vendre le matériel sans son accord? Ou est-ce qu'il était dans l'indivision, le matériel? Le matériel que j'ai vendu était à moi. Il a été acheté après le divorce. Il a été acheté... Attendez, on va demander à Michel... Michel, est-ce que le matériel a été acheté après le divorce, Michel? Non, le matériel... Alors, le matériel a été acheté quand, Michel? Attendez, on demande à Michel. Vous nous avez donné une information. Je vérifie cette information auprès de Michel. Quand le matériel de l'imprimerie, Michel, a été acheté? Le matériel a été acheté le temps que nous étions encore ensemble. Il y a une machine qu'on avait achetée en 87. Donc, c'était du matériel que l'on avait acheté. Mais il a été acheté ensemble. Au nom de la société? En commun, oui. C'est la société? En nom propre. En nom propre? Oui, oui. Comment vous avez fait pour vendre le matériel? On est bien d'accord pour dire que tout ce qui était lié à l'imprimerie était à 50-50. J'ai vendu le matériel parce que je considérais qu'il était bon à vendre. Alors vous l'avez vendu combien? Vous l'avez vendu combien? Ça me regarde pas. Maître Michel. Oui, est observé que si monsieur a vendu le matériel moins cher que le prix auquel il était estimé, c'est son problème. Ce qu'il doit rapporter à la communauté, c'est la valeur du matériel qu'il avait sous sa garde. Et j'ajoute, et c'est là où c'est extrêmement grave, c'est que les murs commerciaux dans lesquels vous travaillez aujourd'hui en fait, vous le savez pertinemment, ces murs ont été achetés grâce à une partie d'héritage perçue par madame. Et vous le savez, ça, monsieur. Vous êtes profondément Alors, on va lui demander, malhonnête. madame, vous aviez fait un apport de combien? Eh bien, c'était en 1978. J'avais fait un apport de... à l'époque. Un héritage, malheureusement, ça ne lui a pas plu. Ça déplaît. C'est vous qui aviez financé une partie. C'est-à-dire que sans cet apport d'héritage de mes parents... On ne pouvait pas acheter. On ne pouvait pas acheter. Et en plus, ce sont mes parents aussi qui avaient cautionné l'achat total. Notre homme a raccroché. S'agit-il d'un geste délibéré ou accidentel? Quoi qu'il en soit, il nous faut des réponses. Nous envoyons une de nos journalistes à la rencontre de cet ex-mari indélicat avec cette question: pourquoi ne paie-t-il pas cette prestation compensatoire? Bonjour. Je me présente, je suis Vanessa Alal, je suis journaliste sur l'émission Sans aucun doute. Probablement pour les services de M. Courbet. Tout à fait. Alors, vous direz à M. Courbet... Dites-lui vous-même, je l'ai en ligne. Je ne parle plus à M. Courbet. Que c'est une affaire tellement complexe que je préfère contacter directement mon avocat. Il lui expliquera directement la situation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme dirait Jean-Pierre Foucault, c'est mon dernier mot. D'accord. Mais monsieur, on vous donne la possibilité de vous exprimer, c'est dans votre intérêt. D'après notre enquête, l'ex-mari de Michel disposerait de l'argent nécessaire pour la payer. Il a, en effet, procédé à la vente de matériel d'imprimerie et détient un commerce de vins et spiritueux.
Nous décidons de nous tourner vers l'huissier de justice chargé de défendre les intérêts de Michel. C'est lui qui est intervenu auprès de l'ex-mari pour récupérer les 75 000 € de prestations compensatoires, sans toutefois y parvenir. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à récupérer de l'argent? Le problème, c'est qu'à mon avis, je pense réellement qu'il n'a pas les fonds. Et donc ça veut dire que les comptes sont à sec? Les comptes, je ne sais pas. Alors je ne pourrais pas assurer, moi, que si vous voulez, c'est délibéré et préparé. Mais les comptes sont systématiquement débiteurs. Donc en fait, on ne peut pas prendre d'argent sur les comptes bancaires. Je pense qu'il s'arrange pour que ces comptes ne soient pas créditeurs. Ça fait 7 ans, Monsieur Courbet, ça fait 7 ans. Je sais bien. On court après. Je sais bien. Et moi, on m'a apporté le dossier là au mois de janvier ou au mois de décembre. Et ça fait 7 ans déjà qu'il se prépare à ce que la cavalerie, c'est-à-dire que entre guillemets, je débarque chez lui et j'attrape ce que je trouve. Il le sait. Donc c'est vrai que il laisse pas traîner l'argent qu'il peut avoir. Évidemment. Alors, Maître Novakovic qui est à mes côtés. Oui, bonjour Maître. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que, est-ce que vous auriez la possibilité de délivrer un certificat d'irrecouvrabilité, puisque, forte effectivement de toutes ces affirmations, sa seule solution aujourd'hui, ce serait effectivement de procéder à un recouvrement public par l'intermédiaire de Monsieur le procureur de la République, oui, et également de déposer une plainte pour abandon de famille. Oui. Voilà, mais elle a besoin de ce certificat de toute urgence, parce que sans ce certificat, elle ne peut pas le justifier auprès de Monsieur le procureur de la République. Tout à fait. Voilà, donc est-ce qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui ou demain? Ah, tout à fait. C'est formidable, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part, merci Maître, merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Il ne nous reste donc qu'à patienter. Bien. L'huissier a promis de nous faire rapidement parvenir à un document important. Nous guettons notre télécopieur. Alors, nous voulions vous annoncer maintenant que l'huissier a tenu promesse. Nous venons de recevoir son fax, donc un certificat d'irrecouvrabilité. Donc, on répète en 2 mots en quoi est-ce très important, Maître Novakovic? C'est fondamental, car grâce à ce certificat, Madame pourra saisir Monsieur le procureur de la République pour solliciter un recouvrement public donc de sa créance, ou éventuellement, et moi je lui conseille d'ailleurs plutôt cette option, déposer une plainte pénale pour abandon de famille, ce qui veut dire que Monsieur risque 2 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, je peux vous dire et vous assurer qu'il paiera. Maître Michel. Avec votre permission, Julien, moi je voudrais m'adresser à madame, parce qu'elle a commencé à cesser de s'alimenter pour crier au secours. Maintenant, il n'y a pas de cri au secours plus important que celui que vous poussez ici. Il y a des millions de gens qui vont l'entendre. Et donc, comme je pense que votre ex-mari, ça laisse indifférent, et il faut le laisser où il est, je crois que pour vos enfants et pour vous, maintenant, il faut arrêter ça et laisser l'émission continuer la bataille, de vous donner la voix que vous avez cherché à avoir en cessant de vous alimenter, et puis continuer la bataille, vous donner les forces pour vous battre. Alors... Oui. Bon, en tout cas, vous arrêtez, hein, promis. Ce soir. Ah bah, on peut lui donner à manger dès maintenant, hein, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour reprendre après, mais enfin bon, vous aurez à manger de toute façon. On va se battre à vos côtés. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes. À l'issue de notre enregistrement, Michel a bien cessé sa grève de la faim. Elle a par ailleurs porté plainte pour abandon de famille auprès du doyen des juges d'instruction. Bien évidemment, nous allons suivre de très près le dossier de Michel.